Et on a maintenant, Jean-Luc, la joie et l'honneur d'accueillir Philippe de Sertine, qui arrive, qui était là dans le fond. On est très heureux d'accueillir ce soir. Vous êtes économiste, professeur, et on vous remercie beaucoup d'intervenir. Vous avez récemment publié un ouvrage, L'horizon des possibles. Je suis en plein dedans, c'est un peu, un peu décalquant. Mais voilà, on vous remercie beaucoup d'intervenir et de pouvoir nous prendre de la hauteur, comme souvent vous le faites, sur ce sujet de l'épargne. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup. Infiniment. Merci. Donc, vous me donnez 20-25 minutes ou Non, bah oui, non, mais là les personnes disent attendez, il y a normalement un cocktail qui est prévu. Bonsoir à toutes et tous. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir convié à cet événement. Je me permets, Madame la Présidente, de me joindre aux voix qui vous félicitent sur cet extraordinaire document que vous nous avez livré. Vous avez parlé de beaucoup d'utilisateurs. Je peux vous en dire que moi, j'ai immédiatement pensé à d'autres utilisateurs que sont mes étudiants. Je crois qu'à l'université, Isabelle a dit que c'était effectivement un rapport sous forme universitaire, mais il va être formidable pour l'éducation des jeunes qui vont désormais se consacrer ou consacrer leur vie à ces problématiques d'épargne et d'épargne financière. Donc vraiment, un document absolument passionnant qui va complètement... Alors, vous allez me permettre là de faire peut-être des allers-retours chronologiques dans l'esprit que l'on retrouve évidemment bien avant nous, il y a 90 ans à peu près, c'est-à-dire au moment de la crise de 1929, quand les Américains disent comment on va pouvoir faire revenir l'épargne dans l'économie, parce que à l'époque, les Américains ont perdu confiance du fait de la crise. On a 3 actes, 32, 33, 34, qui vont permettre la création de la SEC, de la Securities and Exchange Commission, c'est-à-dire la régulation des marchés. Les Français seront les numéros 2 à le faire en 1967, c'est-à-dire on avait déjà pas mal de retard, mais la première idée de la SEC après la crise, c'était informer l'épargnant. C'est-à-dire aux États-Unis, en effet, quand on fait de l'information, la première personne à qui on doit dédier l'information, c'est l'épargnant. Et si l'épargnant ne comprend pas, on ne dit pas « Ah oui, mais vous comprenez, les miens, ils n'ont pas d'éducation », parce que si l'épargnant ne comprend pas, il vous fait un procès. Et donc, les Américains, ils sont motivés par ça, en disant « Oui, c'est vrai que c'est important que l'épargnant comprenne, sinon je vais me retrouver avec un procès dans lequel je démontre qu'il aurait dû comprendre étant donné l'information que je lui ai produite. » Et vous voyez, les États-Unis ont remis le couvert en 1973. C'est intéressant, chaque fois qu'il y a une très grosse crise. En 1973, ils créent, on va dire, la nouvelle unité de la comptabilité, FASB, Financial Accounting, l'information, la comptabilité financière. Et la comptabilité financière, quand elle va réfléchir à ce qu'il faut faire, elle va mettre 5 ans. Donc vous avez été beaucoup plus vite pour faire ce rapport. 5 ans et 7 ans pour établir 2 normes conceptuelles en disant c'est quoi la base de l'information ? C'est informer les épargnants. Parce que le but tout le temps, c'est ça, c'est que les épargnants investissent dans l'économie. Et vous voyez, c'est peut-être pas idiot de fonctionner comme ça, en disant, après tout, c'est la finalité. Il n'y a pas besoin du législateur au niveau de l'État quand vous êtes sur le marché américain. Et pour le coup, on n'est pas obligé d'avoir une fascination continue pour les États-Unis. Mais malheureusement, on doit bien considérer que ce sont eux les champions du monde de l'épargne investie dans l'économie, au point que nos entreprises, lorsqu'elles veulent lever beaucoup d'argent, elles vont aux États-Unis. Bon, pas parce qu'il y a plus d'épargne, on l'a dit. On a beaucoup d'épargne en Europe et en France en particulier, mais parce que là-bas, l'épargne, naturellement, parce que c'est un effort pratiquement d'un siècle, elle va vers l'économie. Et je crois vraiment que ce que vous avez fait est exactement dans le bon sens, et on doit dire et redire, et je regrette tellement que les régulateurs repartent très vite, qu'en France, on est obnubilé par la règle, c'est-à-dire le régulateur, c'est la personne la plus importante, alors que quand vous regardez un marché qui fonctionne bien, le régulateur, il est secondaire, au point d'ailleurs qu'en 73, quand les Américains réfléchissent là-dessus, vous avez une sorte de logique, on va dire, alternative, voire même opposée, qui va s'appeler la comptabilité internationale, qui dit non, mais vous êtes beaucoup trop dans la règle. Et maintenant, on va dire substance over form, que nous, on a traduit de façon tout à fait nulle, on va dire, parce que c'est typiquement français. La réalité prime sur l'apparence. Non, substance over form, ça veut dire que la réalité est au-dessus de la règle. Mais messieurs les régulateurs, c'était des messieurs aujourd'hui, messieurs les régulateurs, vous êtes secondaires par rapport à ce qui est absolument nécessaire à l'économie, c'est l'information de l'épargnant. Et l'épargnant, c'est les gens. Ce n'est pas les spécialistes en produits financiers. Donc ça, peut-être
peut-être c'était, à mon avis, quelque chose que je veux rappeler de façon vibrante au départ. Et puis vous dire évidemment que par rapport à ce travail remarquable que vous avez fait 2 ans après la loi, dire, peut-être vous allez me permettre un tout petit refrain comme ça, on ne peut pas faire comme si. On ne peut pas faire comme si cette loi, elle a exactement 2 ans, puisqu'elle était en octobre 2023. C'est tout proche. À l'époque, le ministre de l'économie s'appelait M. Bruno Le Maire, le ministre de l'Industrie s'appelait M. Roland Lescure. Un des deux est encore là, il a pris la place de l'autre. L'autre a fait une très très brève réapparition, mais vraiment très très brève, un record en matière législative, enfin en matière constitution de gouvernement. C'était il y a 2 ans. 1 an après 2024, enfin même pas 1 an, en fait, en juin 2024, nous avons des élections européennes qui vont, vous l'avez noté en France, mais on va peut-être, je dirais, aller au-delà de la France dans les remarques que je vais faire, occasionner une dissolution dont nous avons un certain nombre de conséquences, mais surtout vont occasionner du point de vue européen un énorme séisme qui va faire que la loi industrie verte qui est toujours en vigueur chez nous, en réalité, elle a pris un énorme coup de plomb dans l'aile, dont je vous rappelle qu'il s'est manifesté par quoi ? Par une procédure qui s'est appelée l'omnibus. L'omnibus, c'est en fait revenir sur tous les arrêts de la législation européenne pour dire, en fait, il faut qu'on revienne en arrière. Et je vous rappelle qu'en 2025, ça s'est traduit par quoi ? Ça s'est traduit par l'arrêt de l'horloge, comme on l'a dit en langage européen. Ça veut dire, en fait, on arrête tout, toutes les réglementations. Ça veut dire, évidemment, vous voyez que nous, ce qu'on avait fait, industrie verte, qui était totalement dans l'esprit des normes européennes, d'un seul coup, se retrouve complètement orpheline en disant « Ah oui, mais en réalité, le cadre dans lequel je m'inscrivais n'existe plus. » Et bien sûr, on doit évoquer à l'intérieur de cet arrêt de l'horloge le fait que les Européens ont dit, en fait, on va arrêter CSRD. Enfin, on ne va pas arrêter, mais enfin, on va dire, on va vraiment attendre CSRD, la directive sur le hors-bilan, c'est-à-dire sur la représentation peut-être d'une création de valeur tout à fait nouvelle, sur lesquelles les Européens voulaient se positionner, qui d'ailleurs, normalement, CSRD allait de pair avec une autre réforme absolument fondamentale, qui était l'unité des marchés de capitaux. Donc on n'a pas fait l'unité des marchés de capitaux, on a fait juste CSRD, et puis donc au printemps 2025, on a dit on arrête CSRD. Donc peut-être quand même c'est important de rappeler que lorsqu'on est en train d'essayer d'informer l'épargnant selon la loi de l'industrie verte de 2023, en fait, elle est totalement obsolète, ou en tout cas, elle est totalement obsolète du point de vue européen, et que la question de diriger l'épargne vers l'industrie verte, j'ai bien entendu tout ce que vous disiez, oui, il faut donner du sens à l'épargne, etc. Juste, on ne peut pas faire comme si les citoyens n'avaient pas voté en disant « on ne veut plus ça ». Alors ça, c'était 2024 en ce qui concerne l'Europe. On ne peut pas faire comme si non plus en 2024, figurez-vous, qu'arrive au pouvoir aux États-Unis, donc l'endroit où nous avons un peu, on va dire, la logique la plus forte de l'épargne, un président, on ne peut pas dire nouveau, puisqu'il était déjà ancien président, qui s'appelle Donald Trump, et qui va, alors lui, aller encore plus fort dans la remise en cause de la question, on va dire, des investissements verts, en considérant quasiment que ces investissements verts, non seulement ils sont obsolètes, mais ils sont même totalement inappropriés avec la situation. On ne peut pas faire comme si. Parce qu'évidemment, ça change complètement l'approche. Et quand vous avez un investisseur en France qui va vous dire « Ah, mais la loi de 2023, il n'y a pas longtemps, 2 ans, quoi, hein, me pousse à mettre mon épargne dans l'industrie verte. » Mais excusez-moi, j'ai noté qu'aux États-Unis, en réalité, on dit « Ah non, non, ne mets surtout pas dans l'industrie verte, c'est là que tu auras les pires rendements. » Donc, on ne peut pas faire comme si. Et là, c'est vrai que nous, notre logique du législateur qui nous dit de faire, donc on fait comme il a dit, même si la loi n'est pas annulée, on doit tenir compte de cela. Mais je vais aller beaucoup plus loin. On ne peut pas faire comme si, lorsque M. Donald Trump est arrivé au pouvoir, c'était donc il n'y a pas longtemps, hein, c'était le 20 janvier, enfin quand il a prêté serment, le 20 janvier 2025 de cette année, M. Trump a commencé également à décider que finalement l'autonomie de la Banque centrale, évidemment ce soir la Banque centrale n'était pas présente, elle pourrait l'être malgré tout hein, en termes de régulation. L'autonomie de la Banque centrale c'était fini, d'ailleurs que très probablement d'une façon ou d'une autre on pouvait faire sortir des membres du comité de la Fed de gré ou de force. Et que d'ailleurs, de toute façon, quand on allait remplacer le gouverneur de la Banque centrale, pas tout à fait le terme qu'on utilise aux États-Unis, mais ça revient à ça, le gouverneur de la Banque centrale américaine, on aurait quelqu'un qui enfin accepterait de baisser les taux, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire quoi qu'en coûte la valeur de la monnaie. On ne peut pas faire comme si,
en octobre 2025, en réalité, l'élément maintenant qui a fait irruption de manière extrêmement forte sur le marché de l'épargne long terme dans le monde, c'est la question de la valeur de la monnaie. Vous l'avez évoquée, et elle est évoquée dans le rapport. Sauf que quand on a écrit le rapport, M. Trump n'était pas encore dans cette logique où les Américains ont décidé de créer de la monnaie quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire lorsque effectivement vous êtes dans une logique de fermeture des marchés douaniers, donc de ralentissement de la croissance, vous avez deux solutions qui étaient envisagées par l'administration Trump pour que quoi qu'il en coûte, on relance de la croissance aux États-Unis. Un, faire baisser le prix du pétrole, parce que le pétrole, c'est fondamental pour la consommation américaine, et deux, injecter de la monnaie autant qu'il en faudrait pour essayer de relancer l'économie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un marché aujourd'hui financier, on ne peut pas faire abstraction de cela, dans lequel la question maintenant fondamentale, c'est la question de la valeur de la monnaie à 10 ans, à 5 ans ou à 15 ans. Et que lorsqu'on en parle d'épargne à long terme, maintenant, il y a une énorme question qui se pose sur la valeur de la monnaie. Au point qu'aux États-Unis, et là il faut reconnaître que c'est avant M. Trump, puisque c'est en janvier 2024, on autorise l'épargne dans les cryptoactifs. Officiellement, on autorise l'épargne dans le Bitcoin dans le pays du dollar. Et pourquoi, à votre avis, on autorise dès janvier 2024 l'investissement Bitcoin? Parce que de plus en plus d'investisseurs, y compris les plus grandes banques d'affaires, préconisent pour leurs clients un investissement en Bitcoin qui a une caractéristique majeure suffisante pour attirer l'épargnant américain, c'est que le Bitcoin n'est pas émis par un banquier central. C'est le seul intérêt, c'est de dire, en réalité, quand tu es en Bitcoin ou en cryptoactif, tu n'es plus exposé au risque monétaire. Nous en sommes là en 2025. Et nous, Européens, qui, effectivement, j'ai entendu tout à l'heure une petite remarque avec, on va dire, la pince à linge sur le nez en disant « les cryptoactifs ». Oui, non, mais les cryptoactifs, ils sont là juste parce qu'il y a un problème de monnaie. Parce que la monnaie, aujourd'hui, n'est plus neutre. Parce que la monnaie s'est mise sous l'autorité du politique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous, Français, on serait bien malvenus pour en faire la critique. Puisqu'il me semble que nous créons de la monnaie comme des dingues par de la dette publique qui, je crois, n'a pas d'équivalent, n'a pas de contrepartie en termes de PIB. C'est comme ça que vous dévaluez la monnaie. Et c'est d'ailleurs exactement ce que veulent faire les Américains. Donc lorsque nous sommes en train de regarder le contexte dans lequel est l'épargnant à long terme, on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, une énorme question se pose du point de vue monétaire, que cette question du point de vue monétaire va supposer une information de l'épargnant en lui disant oui, le risque le plus fort, et vous voyez le terme inflation est un terme un peu rapide, un peu on va dire abrégé, si vous me permettez la critique d'un universitaire par rapport à ce que vous dites. Non, c'est pas la question de l'information en disant l'inflation elle est même plus à 2%, donc tout va bien. Non, excusez-moi, on est dans des risques de change comme on n'a jamais connu depuis des années, qui ne vont cesser d'augmenter. Et là, on ne parle pas d'inflation apparente, on parle bien d'une fragilité endémique du système monétaire mondial. Et cette fragilité endémique, elle fait que, notamment, la Banque centrale européenne, depuis quelque temps, dit qu'il faut que nous accélérions sur l'euro digital, avec toutes les conséquences que cela peut représenter. Monsieur le représentant de la Fédération des banques françaises, évidemment, vous le savez, ce sont des conséquences. Je fais comme si. Ce sont des conséquences qui seraient encore plus importantes, évidemment, que les questions d'inflation. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation, on ne peut pas faire comme si, lorsqu'on est en train de parler d'information de l'épargnant. Mais je vais plus loin, parce que, évidemment, quand je parle de tout ça, vous êtes peut-être avec une mine morose en train de me dire « Oh là là, mais ce sont des nouvelles terribles que vous nous évoquez là ». Je le répète, là, je ne vous apprends rien. Je suis juste en train de vous donner le contexte économique dans lequel nous sommes, où, je vous rappelle, nous battons record sur les marchés financiers actions, y compris ce soir sur la Bourse de Paris, où on est proche des plus hauts, alors que nous sommes avec une croissance qui s'effondre, avec la dette française qui a perdu son double A, et avec un contexte mondial qui nous parle plutôt de guerre que de prospérité économique. Vous allez dire, ah non, mais oui, mais les résultats sont bons. Non, ils ne sont pas bons. Ils sont gonflés par de la fausse monnaie. Évidemment qu'il y a un problème lorsque vous êtes en train de regarder les marchés financiers. Vous avez un problème quand, en réalité, ce qui fait monter le marché, c'est la déclaration du banquier central. Puisque nous en sommes là aujourd'hui, dès lors qu'on annonce des baisses des taux, vous avez les marchés qui battent record sur record. Que je sache, on n'est plus dans l'économie réelle, et nous voyons bien constamment autour de nous que l'épargnant à long terme, il n'est absolument pas rassuré par le record que bat le CAC 40.
Alors, donc, j'arrive maintenant sur les perspectives un tout petit peu plus positives. Il faut que je fasse attention sur le timing, je ne sais plus où j'ai mis mon réveil. Oui, donc c'est bon. Donc, les perspectives un peu plus positives, on ne peut pas non plus ignorer. On ne peut pas ignorer que 2014, quand je vous dis le processus de CSRD, commence en 2014 en réalité. La réflexion européenne en disant il faut qu'on représente une autre performance économique. On va l'appeler extra-financière. À mon sens, ce terme n'est pas bon par rapport à ce que je viens de vous dire. Je parlerai plutôt de performance extra-monétaire, car les financiers, en tout cas les financiers du monde, et notamment en Asie, notamment aux États-Unis, l'ont intégré depuis longtemps. C'est peut-être moins vrai en Europe, où on reste peut-être focalisé justement sur des performances beaucoup trop classiques. Je vais y revenir également. 2014, à la fin de l'année, une entreprise qui s'appelle Nvidia atteint la capitalisation remarquable de 10 milliards de dollars. Pas tout à fait en euros, 10 milliards. Non, 10 milliards Nvidia 2014. 2014. En 2023, lorsque la loi va sortir, en octobre 2023, Nvidia vaut 1000 milliards. C'est-à-dire, effectivement, en moins de 10 ans. 2 ans après, à l'heure où je vous parle, Nvidia vaut 4460 milliards. 4460 millions. 4000 milliards, c'est la plus grosse capitalisation du monde. Lorsque nous sommes en train de parler d'épargne à long terme, on ne peut pas exclure cet élément, ce phénomène qu'on n'a jamais connu dans l'histoire économique ni dans l'histoire financière, à un rythme pareil. C'est-à-dire une augmentation de valeur absolument prodigieuse d'un certain nombre de valeurs qui sont associées non pas à une bulle qu'on a pu connaître par exemple dans l'immobilier, associées à l'énorme interrogation économique que pose une révolution technologique. À la limite, on aurait pu connaître la même chose le jour où on a inventé le moteur alors qu'on avait encore des chevaux et des bœufs. Mais on avait moins de marchés financiers et ils réagissaient beaucoup moins vite. Ils étaient beaucoup moins bons dans l'actualisation à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes avec des mécanismes absolument incroyables sur des termes extrêmement courts qui doivent nous poser d'énormes interrogations quand on est en train de parler de performance. L'Europe avait anticipé ça, en fait, en 2014, alors que Nvidia ne valait que 10 milliards à l'époque. L'Europe avait anticipé que la performance à venir allait probablement changer parce que nous rentrions. 2014, on était encore loin d'imaginer ChatGPT à ce moment-là. On allait rentrer dans quelque chose qui allait bouleverser le monde économique, la technologie et la mode de vie de tous les humains. L'Europe avait cette idée que du fait du dérèglement climatique, de toute façon, on allait inventer un nouveau modèle économique qui allait probablement engendrer un nouveau type de performance. Et c'est là, bien sûr, où je fais sans arrêt l'aller-retour dans l'histoire. Je dois vous rappeler que toujours en matière économique, quand vous avez des grands bouleversements technologiques qui accompagnent des grands bouleversements de mode de vie, vous avez des grands bouleversements de valeurs économiques. Et des grands bouleversements de valeurs économiques, évidemment, qui perdent l'épargnant. L'épargnant qui est habitué, nous, notre épargnant français a du petit 1, 2, 3, 4%, 5% formidable, net d'impôts, incroyable, en disant effectivement l'approche de l'assurance vie s'appuie sur des pourcentages comme cela. Je vous rappelle, je l'ai rappelé un jour à une personnalité politique backstage à la télévision, que quand vous avez 10 milliards qui passent à 4 460 milliards, ça vous fait du 44 600%. Et la personnalité en question m'avait dit par an. J'avais dit non, pas par an, mais quand vous êtes à 44 000%, honnêtement, c'est pas grave. Puisque de toute façon, et là, peut-être cette personnalité, évidemment que je vous ne trouverai jamais, je l'espère, je lui dis 44 000% quand vous venez de ramener le taux du carnet de caisse d'épargne de 2 à 1,2%, vous comprenez le problème. Et là, cette personnalité, elle n'avait pas lu encore le rapport, m'avait posé cette question, pour moi, effectivement, définitive. Ce sont les mêmes pourcents. Je sais bien que c'est vertigineux, mais ce sont les mêmes pourcents. Mais c'est la question que posent les épargnants aujourd'hui. On peut gagner 44 000% en 10 ans, c'est possible. Oui, c'est ce qu'a fait l'épargnant américain sur le long terme. Celui, justement, qui va avoir beaucoup d'informations pour savoir qu'il faut mettre son épargne dans l'économie. Il est vrai, quand on regarde les États-Unis, nous, on dit « il y a très peu d'épargne aux États-Unis ». Oui, mais l'épargne, elle est effectivement rémunérée à 44 000%. Si vous voulez, ça alimente la croissance et la perspective des gens qui ont envie de consommer quand vous avez un rendement pareil.
Les Européens avaient anticipé ça. Parce que je vous rappelle qu'NVIDIA n'est pas du tout, loin s'en faut, le premier chiffre d'affaires mondial, pas du tout le premier employeur, très très loin d'être le premier bénéfice du monde. Et pourtant, c'est l'entreprise de très très loin qui vaut la plus chère. Parce que nous sommes aujourd'hui, quand nous sommes dans un changement pareil, en train de voir des performances associées à quelque chose d'autre que ce qui est l'obsession européenne. L'obsession européenne, chiffre d'affaires, bénéfice, dividende. Un financier, il gagne combien ? Chiffre d'affaires, bénéfice, dividende. C'est-à-dire sans arrêt, la performance financière, elle est identifiée comme ça. Oui, formidable, c'est pour ça qu'on n'a pas créé le Nasdaq. Parce que le Nasdaq, il est justement fondé sur le fait que tu peux avoir une performance, même si ton entreprise n'est pas bénéficiaire, on va dire pas encore. Mais pas encore avec parfois une perspective très lointaine. Et pendant cette perspective très lointaine, le titre ne cesse de grimper, de pulvériser les valeurs et de rapporter à l'épargnant. Donc là, nous sommes bien effectivement dans quelque chose d'intéressant par rapport à ce que peuvent être les travaux de l'OPEF à venir. Je rappelle qu'on ne peut pas faire non plus comme si M. Draghi, qui n'est pas spécialement un utopiste comme peut-être je le suis, qui n'est pas spécialement un universitaire, qui est un banquier central, qui est en charge par conséquent de la création de monnaie, fait en septembre 2024, un an après la loi de 2023, un rapport disant « l'Europe est en grand danger ». Parce que l'épargne européenne, alors je vous résume le rapport qui est à peu près aussi long que celui qui a été produit par vous, et probablement même un peu plus complexe, l'épargne européenne n'est pas assez dirigée vers les nouvelles valeurs de l'économie. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on ne peut pas faire comme si le rapport Draghi n'avait pas existé, puisqu'en septembre 2025, Mme Ursula von der Leyen à Bruxelles a expliqué que l'Europe allait beaucoup mieux. Et vraiment, physiquement, M. Draghi a pris le micro en disant « Non, non, c'est pas vrai. Ce que je raconte dans mon rapport est non seulement toujours vrai, mais même encore plus vrai. L'épargne n'est toujours pas en Europe là où elle devrait être. » Je rappelle que la première capitalisation européenne est la société SAP, 270 milliards, il y a quelques temps peut-être elle est à 280 milliards aujourd'hui, c'est-à-dire très très loin de NVIDIA, 4 000 milliards et 460 millions, j'oublie les millions juste derrière. 4 000 milliards, 460 milliards. J'oublie les 460 milliards après la virgule, juste petit détail comme ça. Hein. Donc là, évidemment, l'Europe, elle, focalisée sur la logique de performance d'avant, ne comprend pas, n'intègre pas, ne peut pas faire comprendre à ses épargnants que désormais, peut-être, on va pouvoir avoir une performance autre. Cette performance autre, c'était en fait ce que voulait représenter CSRD. C'est pour ça qu'on avait lancé CSRD en même temps que l'unité des marchés capitaux européens. C'était ça l'idée. Et nous l'avons perdue en route. Et donc là, il me semble évidemment que nous avons un défi absolument immense. L'idée de CSRD, c'est de dire quoi ? C'est de dire que cette performance fondée sur de la création d'actifs, de la performance de bilan et pas de la performance de compte de résultat, elle doit être fondée sur une représentation de cela pour l'épargnant, pour qu'il comprenne, qu'il soit fondé sur de la data réelle. Les investisseurs aujourd'hui cherchent de la data réelle. Ils le cherchent de plus en plus parce que cette data réelle leur permet de, on va dire, éviter le risque monétaire. Si j'ai peur de la perte de valeur de la monnaie qui va me manger à toute vitesse les pourcentages plus ou moins élevés que je pourrais avoir lorsque je vais investir en euros ou en dollars, l'élément data réel me permet d'avoir une constitution de valeur qui, elle, se maintient, quelle que soit l'évolution monétaire. Et donc là, nous sommes bien dans quelque chose d'absolument fondamental pour mes étudiants, au-delà de votre rapport. Je leur demande de regarder toujours ce film qui, pour moi, est une manière vraiment de rentrer directement dans le problème européen, qui est le film The Social Network. Excellent film hollywoodien sur la création de Facebook. Je l'ai regardé à côté d'un autre grand politique européen, le Premier ministre. Donc, on le regarde ensemble. Et cette personne très européenne me dit « Je ne comprends pas, vous voyez bien, enfin, c'est n'importe quoi. Facebook, qui vaut aussi cher, on voit très bien dans le film qu'ils perdent de l'argent. Sauf que dans le film, on voit de la data réelle. On voit qu'au début du film, il y a 1000 étudiants à Harvard qui utilisent Facebook. À la fin du film, ils en sont millions. Ils en sont à 100 millions. Ils sont évidemment maintenant à plusieurs milliards. Quand vous êtes 1000 à 100 millions d'utilisateurs, vous pouvez vous dire en tant qu'investisseur que ça doit valoir quelque chose. Même si pour le moment vous êtes encore en perte, vous vous dites il n'y a aucun doute, il faut que j'investisse là-dedans.
C'est le problème européen, c'est qu'effectivement, vous dites, non, mais un financier, là, il va dire, mais à quel moment il gagne de l'argent ? Ben, c'est simple, il va gagner de l'argent en revendant. Et là aussi, évidemment, je veux arriver sur une dimension très importante des temps qui s'ouvrent. Nous rentrons dans une période d'hyper-innovation, dans une période où nous allons avoir d'incroyables changements économiques, de valeurs économiques, dans ces moments qui se représentent dans les actifs et non pas dans le compte de résultat. Dans ces moments où, qui plus est, quand vous avez du dividende, il est temps d'une monnaie, maintenant qui est une monnaie incroyablement dévaluée en termes de solidité, eh bien dans ces moments-là, il est indispensable de permettre la circulation de la monnaie beaucoup plus forte que quand vous n'avez pas d'innovation. C'est-à-dire que l'épargne long terme, elle doit être dans une logique de circulation de liquidité beaucoup plus forte que tout ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui, en tout cas tout ce que nous avons connu dans la période récente. Quand vous êtes au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, quand la France, par exemple, va faire de l'innovation à tout va, la circulation de l'épargne est absolument impressionnante. L'épargne sort de sous les cheminées, de sous les lits, à l'époque c'était surtout une épargne en or, pour s'investir dans l'économie réelle. C'est comme ça que la France décolle véritablement à la fin du XIXe siècle. Et au passage d'ailleurs, c'est le moment où on va inventer les banques de proximité. Les banques de proximité qui vont permettre justement ce recyclage de l'épargne qui dormait vers une épargne active dans l'économie. Tous les ingénieurs extraordinaires qui créent les premiers avions, les premières voitures, ont 0 franc à l'époque. Ils n'ont pas de fortune. Ce ne sont pas des familles. Ils vont capter de la liquidité disponible. Mais cette liquidité ne va pas arrêter de tourner. C'est cela qui va faire la puissance de la France. Lorsque nous allons arrêter l'innovation, on va dire à partir des années 50 du siècle dernier, l'épargne commence à ne plus bouger. L'épargne commence à se stabiliser. Nous devons avoir l'idée aussi, lorsque nous allons accompagner les épargnants vers plus de risques, on est d'accord, mais vers 44 000% de rendement. Donc évidemment, vous acceptez le risque quand vous êtes à 44 000%. L'idée que l'épargne de long terme doit aussi circuler. Le Nasdaq est aujourd'hui le plus grand marché du monde et c'est un marché avec une liquidité incroyable par rapport au marché européen. Une liquidité qui circule, une liquidité évidemment qui induit le risque de perte, mais une liquidité aussi qui doit faire penser, non pas au régulateur, mais par exemple à celui qui va fiscaliser la finance, que peut-être ce serait dommage de fiscaliser de l'épargne qui circule, qui va avoir un rendement par sa circulation, et qui par conséquent, par ce biais ou par ce moyen, ne va pas prélever de la liquidité sur celui qui en bénéficie, qui bénéficie de l'investissement, qui donc par conséquent va pouvoir continuer à innover. Nous avons à repenser aussi notre fiscalité financière, parce que notre fiscalité financière n'est pas une fiscalité d'innovation. Elle est une fiscalité de stabilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une fiscalité d'investisseurs en immobilier. Et donc là, évidemment, nous devons changer d'époque et nous devons nous dire, voilà quelles sont les perspectives qui sont devant nous. Je crois que j'ai très largement parlé trop longtemps par rapport à des personnes qui, je me rends bien compte, attendent avec impatience ce cocktail, qui est le moment clé de notre réunion, puisque c'est le moment où nous allons pouvoir échanger tous ensemble. Et en plus, on pourra boire un petit peu, ce qui, en général, libère les idées. C'est un Bordelais qui vous le dit. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre éclairage. Restez 5 minutes avec nous. Eh bien, je pensais qu'on était finalement, dans le cadre de notre PEF, assez content de notre méthodologie, assez content de notre cahier des charges. Je pense que les amis, il va falloir qu'on change un peu nos méthodes. Et nous voilà avec un très beau programme, cher Philippe. Eh bien, effectivement, nous arrivons à la fin de notre colloque. Je vous remercie beaucoup. C'était long et merci de nous avoir écoutés. Plusieurs choses. Nous allons continuer cette discussion devant le cocktail. J'avais 2 petits ouvrages donc à vous montrer. D'abord le vôtre, L'horizon des possibles, qui est très intéressant, qui est décapant d'ailleurs, je peux le dire, qui est publié aux éditions Lafon. Et puis, j'ai un petit ouvrage sur le plan d'épargne retraite, qui est aussi dans un contexte pédagogique important pour nous. Il a été écrit à l'époque par Jean-Charles Némy et Guillaume. J'ai pu effectivement vérifier que vous aviez largement contribué aussi par une intervention intéressante sur le plan d'épargne retraite. Voilà une façon, Jean-Luc, de rendre hommage à une nouvelle fois à Jean-Charles Némy, notre ami,
ton associé, qui a eu l'idée de cette émission et à qui on pense aujourd'hui, qui aurait été évidemment passionné par le sujet, ouais. Parce que l'épargne et la prévoyance étaient son sujet. Eh bien, merci à tous pour cette soirée et rendez-vous au cocktail. Merci. Merci Isabelle.